voulez vous rapprocher, n'hésitez pas. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais c'est plus confortable parfois pour vous et également pour moi. Je suis Marie-Noël Lenivet et je serai votre animatrice tout au long de cette journée. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h avec des temps de pause et beaucoup de temps d'échange également. Bienvenue donc à l'atelier Reneva. Peut-être un petit point sur l'organisation de cette journée. Je vous remercie, si vous n'y avez pas pensé, de rallumer vos portables à la pause. Il y aura une petite pause tout à l'heure à 10 h, très courte, qui nous permettra aussi de gérer la technique. Ensuite, nous stopperons les premiers échanges et les premières présentations vers 13 h. Et puis, il y aura un déjeuner et nous reprendrons les travaux avec également des intervenants extérieurs qui seront d'ailleurs en visio, mais pourront échanger également avec vous tous. Peut-être également vous préciser qu'aujourd'hui, et comme vous le voyez, il y a des micros et il y a un enregistrement parce qu'il s'agit d'une consultation préalable et qu'il y aura donc un verbatim, un compte-rendu détaillé des échanges. D'ores et déjà, ne soyez pas étonnés, quand je vous passerai le micro au moment des échanges, je vous demanderai à chaque fois de vous présenter vos fonctions ou pourquoi, si vous représentez une structure, une organisation quelconque. Enfin, peut-être préciser également qu'il y aura des photos. Vous avez dû voir à la signature de la feuille d'émargement qu'on vous demandait le droit à l'image. Les photos sont plutôt des plans larges, avec une utilisation liée au projet, enfin plus interne, je pense, à la concertation et à IDEVA. Mais néanmoins, si vous aviez un changement d'idée ou que vous n'aviez pas vu cet aspect sur la signature, n'hésitez pas à vous rapprocher de Lionel, le photographe, avec le gros appareil, voilà, merci, qui en tiendra compte, évidemment, pour respecter le droit à l'image. Alors, on va donc parler de Reneva, on va beaucoup parler de déchets, on va prendre, je n'en doute pas, des tas de choses. Mais avant tout, ça serait bien peut-être de redonner le cadrage de cette journée, parce que c'est une journée effectivement très intéressante, mais qui s'inscrit dans un cadre un petit peu précis. Et donc, pour faire cette présentation du cadrage, Mireille Maillot, qui est directrice générale d'IDEVA, va nous donner toutes les précisions. Merci, Madame Maillot. Bonjour à tous, Madame la sénatrice, Madame, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Merci à tous. Je vous souhaite la bienvenue aux ateliers Reneva. Comme vous le savez, le sujet des déchets à La Réunion est un sujet très sensible. Nous devons en effet faire face à un défi majeur, celui de traiter nos déchets en prenant en compte notre contexte insulaire, notre éloignement géographique et notre cadre législatif et réglementaire. Nous avons en effet une lourde responsabilité dans nos choix, celui d'un environnement à préserver, d'une biodiversité à protéger, d'un héritage précieux à transmettre aux générations futures. Ce défi, nos 3 EPCI, CASUD, TCO et Civis, ont bien voulu le relever en créant en 2014 le syndicat mixte ILEVA, afin de porter et de conduire à terme une politique de gestion des déchets plus vertueuse et de créer un outil multifilière visant à mettre fin au tout-enfouissement, tout en accentuant la politique de prévention et de réduction des déchets sur les 15 communes. Vous connaissez tous la problématique du traitement des déchets à La Réunion. Et au vu de la situation actuelle, il s'agit de prendre en compte la fin inéluctable du tout-enfouissement. Il s'agit de proposer une solution durable pour le territoire afin de réduire le coût économique, écologique et sanitaire, de prendre en compte la pénurie foncière, de faire du déchet une ressource matière et énergétique dans le respect de la hiérarchie du traitement. En effet, cela fait plus de 30 ans que Pierrefonds accueille les déchets de plus de 60% de la population, de plus de 500 000 habitants. En 2022, avec l'exploitation du casier T6 en cours, ce seront plus de 7 millions de tonnes de déchets qui seront enfouis sur 37 hectares de foncier. Cette montagne artificielle est visible depuis le pont de la rivière Saint-Étienne. Chaque année, ce sont 390 000 tonnes de déchets qui sont traités sur le territoire du syndicat mixte. Chaque année, ce sont 230 000 tonnes de déchets qui sont stockés dans des casiers, qui correspondent à des ressources perdues. Le temps est court et le défi est élevé, car il s'agit d'opérer une transition à une échéance très proche, 2022. La Réunion a en effet l'obligation de passer à un nouveau mode de traitement des déchets ménagers face à un centre de stockage saturé.
Et c'est là, pour nous, une vraie opportunité qui nous est proposée pour transformer de manière vertueuse la gestion des déchets sur le territoire et de changer enfin les pratiques. Le sujet est hautement technique et il concerne tous les Réunionnais. Ce qui est en jeu, c'est le développement durable de notre île. Les déchets laissent une empreinte significative. Nous devons nous tourner vers de nouvelles solutions plus optimales sur les plans écologiques, économiques et sanitaires. Le caractère multifilière est important car il va permettre à la Réunion de passer à une nouvelle ère, transformer un coût en valeur. Situé à Pierrefonds, le projet Reneva qui va vous être présenté cumulera 3 filières de valorisation des déchets. Le tri des matières recyclables, la méthanisation des biodéchets, la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération issus des déchets non recyclables. J'insiste bien sur ce mot non recyclable, au sein d'une unité de valorisation énergétique, UVE. Reneva est une solution fiable et une alternative durable à la pratique encore majoritaire de l'enfouissement. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre bien précis, celui de la concertation préalable, organisée du 21 octobre au 12 décembre 2019. Cette concertation permet de présenter en détail le projet, de répondre aux questions et de recueillir les contributions du territoire. Et ce, afin de mettre en partage le diagnostic sur le traitement des déchets dans les micro-régions sud et ouest de la Réunion, présenter en détail le projet d'outils multifilières de valorisation porté par Ileva, ainsi que le processus d'analyse et d'étude qui a conduit au choix de ce scénario, recueillir les contributions du public sur le projet présenté, favoriser les temps d'échange sur les grands enjeux suivants, l'avenir de l'enfouissement des déchets, le devenir du traitement de nos déchets, la contribution au développement durable et à l'économie verte. Les garants de la concertation. La Commission nationale de débat public a nommé 3 garants chargés du suivi de la concertation Reneva. Donc, Madame Dominique Delosière, Monsieur Bernard Vitry, ici présent, qui représente les garants, et Monsieur Laurent Pavard. Ces 3 garants ont pour mission de contribuer à créer un espace d'échange et de mettre en place les conditions d'information et de participation du public. Et à l'issue de la concertation, les garants rédigeront un bilan qui sera rendu public et joint au futur dossier d'enquête publique. Donc, je vous souhaite une belle matinée de travail et puis une belle après-midi de conférence. Et je vous remercie pour votre participation et pour vos contributions que je souhaite nombreuses. Merci. Je passerai la parole à Monsieur Lebon pour la présentation du projet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de passer à la présentation même du projet, peut-être rappeler les modalités de la concertation qui a démarré le 21 octobre. Donc vous avez un site internet dédié à la concertation, donc www.reneva.re. Sur ce site, donc vous trouverez une petite bibliothèque en ligne avec tous les documents de la concertation, mais également des documents en amont du projet, donc comme les études de faisabilité ou des rapports extrêmement importants. Vous trouverez aussi donc, le calendrier de la concertation, la description de notre dispositif Ilevatour qui passera dans les 15 communes, donc un dispositif mobile donc, pour aller véritablement vers la population. Et puis des documents que vous avez déjà reçus chez vous, comme la lettre d'information, mais des documents aussi téléchargeables comme le dossier du maître d'ouvrage qui est plus complet si vous avez besoin davantage de détails. Voilà. Bon, je vais juste me déplacer. Hop. Coupez-le. Ok. Alors, l'outil multifilière, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord,
présentons rapidement le syndicat mixte Ileva, donc pour ceux qui le découvriraient. Donc Ileva, c'est un syndicat mixte de traitement des déchets ménagers. Donc il occupe le territoire de 15 communes, soit de 3 intercommunalités, celles de l'Ouest et du Sud, le TCO, la Civis et la CASUD, qui ont transféré une partie de la gestion, donc le traitement, au syndicat mixte Ileva. Donc voici une carte du territoire d'Ileva, l'autre syndicat mixte étant le syndicat de traitement du Nord-Est, le Sydney. Donc la compétence traitement des déchets, telle qu'elle est inscrite dans les statuts créant le syndicat, donc c'est toute opération ou tout procédé de valorisation et d'élimination des déchets, le cas échéant, toute opération ou tout procédé de préparation en vue de leur réutilisation et le recyclage de ces déchets ménagers. Donc inclut le développement des méthodes de valorisation énergétique des déchets. Donc l'exercice de la compétence traitement des déchets couvre l'ensemble des formes de valorisation des déchets ménagers. Donc les membres CIVIS, Communauté intercommunale des villes solidaires, TCO, Communauté d'agglomération du Sud, et la région Réunion qui a le rôle de planificateur. Donc création le 29 janvier 2014 par arrêté préfectoral. Donc la structure est opérationnelle au cours de l'année 2014 et dès lors, donc il faut assurer la continuité de services publics de traitement des déchets tout en pensant donc à moyen terme à la mise en place des nouveaux outils de traitement. Donc c'est plus de 500 000 habitants, 15 communes, donc avec une prospective qui nous amènerait à 560 000 habitants à l'horizon 2027-2028. Donc sur l'état des lieux, quel est le rôle d'Ileva? Donc Ileva, après collecte par les intercommunalités, donc se situe en bout de chaîne de la gestion. Donc le syndicat mixte intercepte quotidiennement 800 tonnes de déchets ménagers et une fraction de déchets professionnels, donc qui transitent par les flux de déchets ménagers. Donc ce sont notamment les ordures ménagères résiduelles, donc elles sont stockées actuellement en installation de stockage, l'ISDND, donc à Pierrefonds, donc une tendance moyenne de 140 000 tonnes par an. Des emballages ménagers recyclables, donc qui transitent vers les centres de tri. Donc il y en a un sur le port, un sur Saint-Pierre. Donc l'objectif des centres de tri, c'est de séparer les matières recyclables et de les exporter, donc en vue de les réintégrer dans le cycle de la matière. Donc des déchets encombrants qui arrivent également sur 2 plateformes de tri, donc au port et à Saint-Pierre, et des déchets végétaux. Donc on est aux alentours de 100 000 tonnes par an, donc avec une forte saisonnalité. Donc répartis sur 5 plateformes de traitement qui font du broyage et 2 vont jusqu'au compostage. Donc, et comme je le disais, une fraction de déchets d'activité économique donc, qui arrivent notamment par les encombrants, par les centres de tri, mais également vont directement en stockage, donc faute de filière structurée. Donc sur cette quantité de déchets produites, donc on remarque qu'elle reste relativement stable au cours des années. Donc ça veut dire des bonnes choses. Donc, il y a des marges de progression qui sont encore importantes en termes de réduction des déchets à la source. Mais on constate qu'avec notre système actuel, à peine plus de 30% des déchets échappent à l'enfouissement en ISDND, faute de filières de valorisation performantes et de filières structurées localement. Donc sur cet état des lieux, donc un petit synoptique donc pour vous montrer ce qui se passe actuellement avec les chiffres de 2018. Donc on a symbolisé les 2 poubelles que vous connaissez bien, donc le bac gris ordures ménagères résiduelles et le bac jaune pour les emballages ménagers recyclables. Donc enfouissement direct pour les ordures ménagères résiduelles, elles ne font l'objet d'aucun traitement pour le moment. Donc pour la collecte sélective des emballages, donc ça va en centre de tri. Donc 60%, un peu plus de 60%
donc vont à l'export sous forme de matières premières secondaires, mais une bonne part, qu'on appelle refus de tri, donc plus de 10 000 tonnes, retourne à l'enfouissement. Pareil sur les encombrants, donc après tri, donc on a environ 16-17% de valorisation, donc puisqu'on extrait principalement les métaux, le reste retourne à l'enfouissement. Sur les déchets végétaux, donc on en transforme une bonne partie, donc il y a encore quelques refus dans les déchets végétaux, hors refus ligneux, mais des choses qui ne devraient pas se trouver dans les déchets végétaux. Donc plus de 40 000 tonnes donc, sont évacuées pour un retour au sol, mais néanmoins une bonne partie va retourner à l'enfouissement, donc notamment pour des couvertures temporaires des casiers. Donc on constate que l'enfouissement a encore une très belle part dans ce système de gestion. Donc petit zoom sur chaque flux. Donc en ce qui concerne les emballages recyclables, donc il y a des personnes dans la salle qui vous en parleront mieux que moi. Je disais qu'ils sont triés manuellement dans des centres de tri. Donc l'objectif, après cette séparation manuelle, c'est une mise en balle, donc une concentration et un export simplement vers les pays recycleurs. Donc ça me fait penser qu'il y a un contexte mondial qui est changeant, donc ces 2 dernières années, donc avec une exigence forte des pays recycleurs sur la qualité des produits reçus. Ça a un impact sur notre gestion, ce qui nous oblige à trier davantage, donc à offrir une meilleure qualité, voire à réfléchir à des outils de régénération localement. Donc ça, on va en parler plus tard. Sur le tri des encombrants, donc environ 16% de valorisation, puisque c'est un tri qui est rustique, un tri à la pelle. On va enlever chaque élément métallique du flux d'encombrants. Donc ces métaux sont récupérés pour recyclage, après exportation. Donc sur les déchets végétaux, nous sommes relativement bien équipés avec 5 plateformes de broyage bien réparties sur le territoire et principalement un retour au sol, bien qu'une bonne partie doivent revenir à l'enfouissement. Et enfin, donc l'enfouissement direct pour les ordures ménagères résiduelles et pour les refus, donc après tri sur plateforme ou tri en centre de tri. Donc ce stockage des déchets se fait actuellement sur une ultime extension de l'installation de stockage qu'on appelle la tranche 6. Donc on a enfoui presque 230 000 tonnes en 2018. Donc comme le mode d'enfouissement se fait en bioréacteur, donc on arrive à capter du biogaz, donc bien qu'il s'en échappe dans l'atmosphère, pour une faible valorisation énergétique. Donc après cet état des lieux, parlons un peu du cheminement intellectuel qui a amené à la genèse de notre projet d'outils multifilières. Donc le constat est le suivant, 5 millions de tonnes de déchets stockés depuis le milieu des années 80, donc en ce qui concerne la décharge de Pierrefonds. Donc des hectares de foncier agricole consommés, donc irrémédiablement. Bien avant 2014, une vision commune des 3 intercommunalités, donc d'aller vers des outils modernes de traitement. Donc ça s'est concrétisé par la création du syndicat mixte en 2014. Et bien avant la création du syndicat, donc une charte commune, donc signée par les élus de ces intercommunalités, pour la mise en œuvre de solutions permettant la fin du tout enfouissement, tout en refusant des solutions extrêmes telles que le tout incinération. Donc la jeunesse du projet nous a demandé d'opérer un tournant radical dans notre gestion des déchets. Dans le système actuel de gestion, sans la mise en œuvre de nouveaux outils performants, l'atteinte des objectifs de base de la LTECV est impossible. Donc réduire de 50% l'enfouissement, impossible sans mettre en place des outils de tri. Donc augmenter de plus de 65% la valorisation matière, donc impossible sans nouveaux outils de traitement, avec le seul tri à la source, et inclure des énergies renouvelables dans le mix énergétique, donc impossible avec le seul mode bioréacteur du casier en tout enfouissement.
Donc, autre élément, la pénalisation fiscale de l'enfouissement par l'État donc incite les collectivités à se détourner de cette pratique qui est incompatible avec les principes de l'économie circulaire. Donc Sarah Carpana nous expliquera tout à l'heure l'influence de cette augmentation de la taxe globale des activités polluantes. Donc la genèse du projet, elle a bien entendu commencé par des études de faisabilité. Donc elles ont commencé en 2014, elles se sont achevées à la fin de 2016. Donc elles ont été longues, donc il y a eu différentes missions, à la fois de recherche foncière, à la fois d'analyse des différents scénarios techniques, également des études financières et fiscales et des études sur les modes de gestion. Donc je vais vous synthétiser un peu les différents relevés qu'il y a eu au cours des temps forts de ce qu'on appelle des comités de pilotage. Donc il y en a eu 5 en tout, avec les élus et les institutions. Donc sur les 2 premiers comités de pilotage, donc c'était la nécessité de traiter ce gisement d'ordures ménagères qui est aujourd'hui enfoui. Donc d'importantes ressources valorisables s'y trouvent encore, plastique, métaux, donc un potentiel de valomatière fort et un potentiel de valorisation énergétique également important. Un relevé important aussi, c'est la nécessité de connecter ensemble les outils qu'on allait créer et les outils existants, donc travailler en synergie, en intégrant nos équipements existants, notamment les plateformes et les centres de tri, qu'il est nécessaire d'améliorer. Également, nécessaire d'intégrer les refus de tri aux nouveaux outils, puisqu'on a vu que les refus de tri vont aujourd'hui à l'enfouissement. Et enfin, un point important, donc on est dans une île tropicale, il y a une saisonnalité forte et un impact sur les fractions organiques qui sont inclus dans les ordures ménagères, donc un potentiel de valorisation important sur cette fraction organique. Donc l'idée, c'est de venir l'extraire à la source pour être conforme à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Viendra en cours de réflexion cette analyse sur les biodéchets qu'on a souhaité partager avec les intercommunalités. Sur les 3 comités de pilotage suivants, donc les relevés de décision importants, donc c'était de maîtriser les coûts et de conserver la maîtrise d'ouvrage des outils à créer, de maîtriser les interfaces entre conception, travaux, exploitation et maintenance, donc pour éviter d'avoir des problèmes qui sont apparus sur des installations en métropole, où le concepteur et l'exploitant étaient différents, forcément ils pouvaient se renvoyer la balle. Aussi une volonté de bénéficier des meilleures techniques disponibles et d'aller au-delà donc, des objectifs fixés par la réglementation. Donc pour ça, on n'a pas fixé aux différents candidats à nos marchés des techniques, mais on a fixé des performances qu'ils étaient censés atteindre. Donc ce scénario, enfin, ces objectifs ont été validés en comité syndical en décembre 2016 donc, et déclinés à travers un scénario technique qu'on va voir. Les questions qu'on s'est posées durant ces études de faisabilité, donc c'était bien entendu quelle solution pour valoriser les déchets et réduire l'enfouissement, donc ça c'est vraiment la priorité. Quelle technique on allait mettre en œuvre, donc est-ce qu'il fallait trier, composter, méthaniser, est-ce qu'il fallait faire du tri mécanobiologique, est-ce qu'il fallait stabiliser, quelle place pour la valorisation énergétique. Donc on s'est rendu compte, donc après toutes ces études, qu'il n'existe pas une technique miracle, mais plusieurs techniques qui sont complémentaires et qu'il faut mettre en œuvre en synergie pour valoriser les déchets suivant leurs caractéristiques. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion multifilière. Donc ce scénario proposé, donc, que j'ai intercalé dans la gestion actuelle, donc il est le suivant. Donc les ordures ménagères donc, passeraient à travers un pôle structurant. Donc ce pôle structurant viendrait trier ces ordures ménagères pour venir soutirer les matières recyclables qui s'y trouvent encore, donc métaux, plastiques, verre, etc. Et on adapterait les équipements existants.
donc les centres de tri donc, seraient adaptés et pourraient transformer le refus. Également pour les plateformes d'encombrants, ces plateformes seraient équipées pour trier mieux, donc soutirer plus de matières recyclables et transformer le refus. Pour les déchets végétaux, donc les plateformes pourraient également être améliorées, mais il y aurait une synergie entre les refus de déchets végétaux et le futur outil structurant. Donc ce futur outil structurant, donc c'est un outil composé d'un centre de tri des ordures ménagères, donc un centre de tri entièrement automatisé puisqu'il n'est pas possible donc actuellement de faire intervenir des agents manuellement sur des ordures ménagères, donc il y a une contrainte sanitaire. Ce pôle comprend également une unité de méthanisation mais avec 2 digesteurs indépendants, donc on va le voir pourquoi, puisqu'il y a une contrainte biodéchets et il y a encore de la matière organique dans les ordures ménagères. Et ce pôle comprend une centrale de valorisation énergétique, des CSR, donc qui sont les combustibles solides de récupération issus des déchets non recyclables, mais également du biogaz. Donc c'est une centrale de valorisation énergétique qui est réduite, évolutive, et qui va s'adapter donc à la quantité et à la qualité des déchets donc au fil des années. Donc particularité de ce pôle structurant, donc les synergies entre les filières de valorisation. Donc on y récupère de la chaleur pour faire sécher certaines fractions. Tous les rejets liquides sont traités sur place et l'électricité qui est produite permet de faire fonctionner le pôle. Donc l'électricité produite par les déchets permet de trier les déchets. Cette configuration, elle est inédite en France puisqu'on a sur un même site du tri des ordures ménagères, de la méthanisation et une chaudière CSR biogaz. En détaillant un peu le schéma des flux, donc on va voir qu'on a 3 grands équipements. Donc le centre de tri, donc qui va intercepter les ordures ménagères, on va le décrire juste après. L'unité de méthanisation avec ses 2 digesteurs, donc un digesteur dédié aux biodéchets et un digesteur dédié à la fraction organique présente dans le centre de tri. Les 2 digesteurs sont totalement indépendants. Donc ça veut dire que les biodéchets méthanisés donc, vont produire un biogaz donc, pour une valorisation énergétique et le digestat pourra faire l'objet, après compostage, voire co-compostage avec des déchets végétaux, pour un retour au sol. Ça ne pourra pas être le cas pour les digestats de la fraction fermentescible, puisque c'est une fraction qui a été en contact intime avec des ordures ménagères. Dans ce cas-là, les digestats de cette fraction fermentescible seront séchés, donc en réutilisant la chaleur de l'installation, et réenvoyés en centrale de combustion. Le centre de tri et de préparation des ordures ménagères, donc sa vocation première, c'est d'enlever des recyclables. Donc il va enlever encore des métaux ferreux, non ferreux, des plastiques, PEHD, PET, et il faudra trouver donc une filière pour les recycler. Donc on a vu que les centres de tri existants et les plateformes d'Ileva devaient s'adapter à ce fonctionnement. Donc c'est ici que ça se passe. Donc ces centres de tri donc, vont être améliorés. Donc l'idée c'est quand même d'améliorer le recyclage, voire d'appliquer les nouvelles consignes de tri. Mais il y aura un travail à faire sur les refus, donc pour qu'ils puissent intégrer la valorisation énergétique sous forme de CSR. Donc en ce qui concerne les éléments qui vont sortir du pôle, donc puisque lorsqu'on fait un pôle de traitement, donc il y a forcément des flux qui entrent, mais également des flux qui sortent. Donc retour au sol pour les digestats de biodéchets. Donc il y aura une partie d'inertes valorisables comme le verre qui sont encore dans qui sortent du centre de tri des ordures ménagères. Donc tous les recyclables qu'on va sortir. Donc des refus donc de classe 2. Donc on pense ici donc à des refus de type mâche-fer, donc qu'on pourrait valoriser. Donc ça fera l'objet d'une valorisation, d'une expérimentation. Donc ce n'est pas un produit qui existe à La Réunion. Donc ça va demander à ce qu'il y ait une expérimentation
avec le monde du BTP, mais aussi sous couvert des autorités compétentes, donc notamment ARS, DEAL. Et puis, lorsqu'on va faire de la combustion donc de CSR, donc on va générer donc une certaine quantité de résidus de traitement des fumées, donc qui est dû à un traitement des fumées qui est obligatoire, puisque le monde de la combustion des CSR qui découle de la combustion des déchets est l'une des industries les plus contrôlées. Donc comme on va traiter ces fumées, on va générer des résidus de fumée qui seront conditionnés et exportés donc vers une installation dédiée à cet effet en métropole. Donc il y en a 14 en métropole. Donc ce sont généralement des installations de stockage de déchets de classe 1. Donc il n'y en a pas à La Réunion. Donc ça fait l'objet d'une exportation. Donc pour décrire un peu les unités de tri, donc comme je vous le disais, la partie tri. Je peux revenir après. Notez bien votre question. Merci. Merci, monsieur l'équipe. Donc synthétisons un petit peu ces différentes unités du pôle Reneva. Une unité de tri, donc extraire les matières valorisables, extraire les matières organiques, produire du combustible solide de récupération. Donc ça va nous permettre de réduire le recours à l'enfouissement et participer à une trajectoire zéro déchet en valorisant l'ensemble des ordures ménagères résiduelles. Donc l'unité de méthanisation, j'en ai parlé, donc elle comprend 2 digesteurs et permet de traiter 2 fractions, les biodéchets et les fractions organiques. Donc sur la partie centre de tri, donc un petit synoptique pour vous dire ce qui va se passer exactement. Donc on va séparer donc en fonction des fractions, donc on a analysé suivant une caractérisation. Donc l'idée c'est de venir extraire sur une fraction 30-100 de la matière organique. J'ai juste enlevé cette bouteille qui me... Voilà. Donc la fraction organique, donc il y en a encore 30% dans les ordures ménagères. On ne pourra pas l'enlever totalement. On va se concentrer sur une fraction organique de qualité, donc qui permet une meilleure méthanisation. Et cette fraction organique de qualité, on la trouve dans la fraction 30-100 mm. Donc on va se limiter ainsi à 15 000 tonnes de fraction organique sur 140 000 tonnes d'ordures ménagères. Donc on va également extraire donc, par ces tris donc des PET, PETC, PETF, PEHD, métaux ferreux, non ferreux, donc sur les fractions 100-30 et les fractions 30-100 et 0,30. Donc le reste, donc la matière organique très fine, donc elle pourra être séchée et transformée donc en combustible solide de récupération, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas intérêt à aller la méthaniser, elle est de mauvaise qualité. Et tout le reste, notamment ce qui est papier souillé, carton souillé, film plastique, donc qui reste encore dans les ordures ménagères, seront également transformés en CSR. Donc focus sur cette unité de valorisation énergétique. Donc elle est dimensionnée pour 90 000 tonnes de CSR issues des ordures ménagères, 30 000 tonnes de CSR issues des autres installations, donc les centres de tri des emballages recyclables qui produisent des refus, et les plateformes de tri des encombrants qui produisent aussi des refus. Elle est dimensionnée pour prendre en charge le biogaz des méthaniseurs. Donc là, c'est un parti pris de ne pas envoyer le biogaz dans une unité dans un moteur à biogaz dédié, donc qui sont généralement onéreux, assez peu fiables. Et c'est un parti pris dans la mesure où, dans l'avenir, si une filière de biocarburant se développerait, donc on serait prêt à venir intercaler un module entre l'unité de valorisation énergétique et les méthaniseurs. Donc ça, c'est une évolutivité qu'on se réserve. La centrale permet également de traiter les refus de déchets verts et ligneux qui sont aujourd'hui enfouis. Donc ça représente 10 000 tonnes chaque année.
Donc sur cette production d'énergie de la centrale, donc elle est globalement elle serait de 112 000 MWh par an. Donc cette centrale permet de faire fonctionner l'ensemble du pôle, donc à la fois grâce à l'énergie thermique produite, mais aussi grâce à l'électricité produite. Donc le pôle ne consomme pas de l'électricité du réseau, donc c'est la centrale qui va fournir cette électricité. L'excédent donc est injecté dans le réseau public. Donc ça correspond à peu près à 5% de la consommation électrique en base de l'île, et c'est produit à proximité d'une zone où il y a de la demande, donc le sud de la Réunion, entre l'étang Salé et Saint-Philippe. Donc cette production, c'est l'équivalent d'une consommation de 10 000 foyers, soit environ 60 000 habitants. Donc c'est une électricité qui est à minima à 70% renouvelable, puisque dans le CSR, on va retrouver du carbone biogénique, donc renouvelable, donc à l'échelle humaine, et à 30% de récupération. Donc à terme, donc l'idée, donc avec la fin des plastiques à usage unique, c'est de venir augmenter donc ce potentiel de carbone biogénique dans les CSR. Donc on le verra notamment, donc avec des hypothèses de baisse sur les ordures ménagères, on va venir compenser cette baisse avec des gisements qu'on peut aujourd'hui mobiliser qui sont enfouis, notamment les refus de déchets végétaux ou du broyat de déchets végétaux qui ne trouvent pas d'exutoire à La Réunion. Donc on va venir apporter du carbone biogénique pour tendre vers une énergie 100% renouvelable. Sur la maîtrise des impacts environnementaux, donc les concepteurs et exploitants donc, se sont engagés sur une maîtrise totale des odeurs, sur une absence de rejet liquide, sur une maîtrise et un contrôle accru des rejets atmosphériques, notamment sur les particules microscopiques, sur les gaz, sur les oxydes d'azote et sur des polluants emblématiques de l'incinération des déchets, oxyde d'azote, dioxine et furane. Donc l'idée de ce pôle, c'est de réduire de 90% l'enfouissement sur le gisement des ordures ménagères. Donc pour en revenir sur les émissions de la centrale CSR, donc les seuils de rejet fixés à l'arrêté du 23 mai 2016 relatifs aux installations de production de chaleur et ou d'électricité dans les DOM à partir de combustibles solides de récupération sont respectés, et les seuils définis dans la future réglementation qui devrait s'appliquer en 2020 sont également respectés. Donc on a demandé donc, aux concepteurs de prendre en compte la réglementation à venir. Donc sur les polluants emblématiques, donc des seuils plus bas que la future réglementation, à moins 30%, sont garantis. Toujours sur la maîtrise de ces impacts sanitaires, donc la valorisation énergétique des déchets, c'est l'une des industries les plus contrôlées au monde. Donc l'exploitation, elle est confiée au groupement concepteurs-constructeurs, donc il n'y aura pas de problème d'interface. Donc ce sont des gens qui connaîtront parfaitement leur installation. Donc il y a une évaluation poussée des risques sanitaires et un programme de surveillance qui sont intégrés à la demande d'autorisation d'exploiter. Donc, et bien entendu, il n'y aura demande d'autorisation d'exploiter donc qu'après accord des autorités compétentes à travers un arrêté préfectoral. Donc ces autorités compétentes, donc elles sont présentes aujourd'hui. Donc ce sont l'ADEAL et ce sont l'ARS notamment. Autre point, l'ensemble des paramètres d'émission, donc qui sont mesurés en continu par un organisme indépendant, sera rendu public. Donc l'idée, c'est de venir travailler avec des organismes tels que l'Atmo Réunion, donc pour que tout un chacun puisse avoir accès en temps réel à la qualité de l'air de l'île. Donc j'en reviens un petit peu sur la concertation. Bien en amont de la concertation actuelle, il y a une concertation institutionnelle, donc avec des séminaires présentés par ILEVA. Un petit rappel du cadre réglementaire. Le projet est conforme au plan de gestion des déchets en vigueur, donc qui est celui qui a été validé le 23 juin 2016. Le projet
a aussi eu une distinction donc pour le premier appel à projet de l'ADEME, Énergie CSR 2016. Donc Ileva a été lauréat pour son projet de valorisation des CSR. Et c'est un projet qui est toujours conforme à la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur par le décret d'avril 2017. Donc je précise qu'en parallèle de l'évolution technique du projet, il y a une concertation institutionnelle forte à travers des cadrages techniques, réglementaires et financiers, donc qui permet de lever les points bloquants et de prendre des décisions avec l'ensemble des institutions parties prenantes. Donc 6 comités partenariaux ont d'ores et déjà eu lieu. Donc maintenant, petit rappel sur la transition, comment on va passer de l'enfouissement au mode multifilière. Donc voilà le centre de stockage de Pierrefonds, donc on appelle le CTVD de Pierrefonds. Donc il s'étale sur 34 hectares. Donc actuellement, nous fonctionnons sur la tranche 6, donc entre la tranche 6 et le casier I, donc qui est ici. Donc ça va nous permettre de continuer le tout enfouissement jusqu'à la fin de 2022 et le temps de mettre en service notre nouvelle installation Reneva, donc qui viendrait juste à côté, et une tranche 7 qui va permettre de stocker uniquement les déchets ultimes non valorisables à hauteur de 40 000 tonnes par an, ce qui devrait nous permettre de ne plus consommer de foncier jusqu'à 2060 à minima. Donc l'ensemble pourrait ressembler donc à ceci, vu du ciel, avec donc une restauration donc du milieu de Pierrefonds, qui est aujourd'hui un milieu fortement impacté donc par les carrières, donc restaurer un peu les zones agricoles, donc mettre en place des rupteurs paysagers, et puis favoriser donc un traitement des déchets vertueux et contraints dans une enveloppe foncière qui ne devrait plus évoluer. Voilà, merci pour votre attention. Je vous propose de passer rapidement avec ma collègue Sarah Carpanin sur la partie économique et d'enchaîner sur vos diverses questions. Merci. Donc on passe maintenant à la partie financière. Donc le montant total des investissements s'élève à 266 millions d'euros et il comprend le pôle Reneva qui inclut les études de conception ainsi que les travaux pour l'unité de tri et préparation de CSR à partir d'OMR, l'unité de méthanisation et l'UVE pour un montant total de 219 millions d'euros. Il sera également nécessaire de réaliser un raccordement électrique pour le pôle déchets sud en créant une double ligne haute tension souterraine qui s'élève à 15,3 millions d'euros. Des travaux sont également prévus pour réaliser l'adaptation des centres de tri actuels au schéma multifilière afin de permettre la production de CSR à partir des refus de tri d'emballage et d'objets encombrants. Donc le total de ces travaux s'élève à 11,5 millions d'euros. Et enfin, il est prévu la construction d'une tranche 7 pour l'ultime ISDND, où seront enfouis les déchets ultimes de la centrale CSR pour 20 millions d'euros. Donc ces investissements seront financés en partie par des subventions. Donc nous avons dans le programme FEDER 2014-2020, au niveau de l'axe 5, des subventions qui financent les unités de valorisation énergétique et pour laquelle une subvention de 18,5 millions d'euros est attendue. Donc le dossier grand projet est actuellement en cours de réalisation. Ensuite, Ileva a obtenu une subvention de 14 millions d'euros avec l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet CSR lancé en 2016 et pour lequel le syndicat a été lauréat de cet appel à projet. Des subventions sont également prévues pour le financement des unités de tri et préparation à hauteur de 4 millions d'euros, une subvention de 2 millions d'euros pour l'unité de méthanisation
et également une subvention de 2 millions d'euros pour la construction de la tranche 7 de l'ultime ISDND. Donc le solde sera financé par emprunt auprès des banques publiques et privées pour un montant de 226 millions d'euros. Donc concernant l'exploitation du pôle Reneva, le montant de l'exploitation annuelle est d'environ 15,4 millions d'euros. Donc le pôle va également générer des recettes d'électricité issues de la valorisation énergétique des CSR par la production de 110 000 MW par an qui sera réinjecté dans le réseau électrique. Donc le tarif pour le rachat de l'électricité est actuellement en cours d'instruction par la Commission de régulation de l'énergie. Donc un tarif équitable permettra le remboursement des annuités d'emprunt qui sont nécessaires aux investissements liés à la réalisation des équipements électriques et permettra également de limiter l'augmentation du coût de traitement des déchets ainsi que son impact sur les contributions d'Ileva et indirectement à l'ATEOM qui est payée par les ménages. Donc si on fait un comparatif par rapport à la situation actuelle, donc le tout enfouissement coûte actuellement 15,6 millions d'euros par an. Donc si on continue de faire du tout enfouissement, il sera nécessaire de construire un casier de 20 millions d'euros tous les 4 ans, sans compter l'achat du foncier. Il faut aussi noter que la loi de finances pénalisera lourdement le tout enfouissement afin d'inciter les collectivités à accentuer le tri, enfin développer les solutions qui favorisent la réduction des déchets à la source, le tri et le recyclage. La TGAP sur l'enfouissement tend à augmenter de manière considérable. Donc cette taxe actuellement à 17 € la tonne atteindrait 65 € la tonne en 2025. Donc cela impactera fortement l'ATEOM puisque le coût d'enfouissement passerait à 26,3 millions d'euros en 2022 pour ensuite atteindre 29,7 millions d'euros d'ici 2025. Merci beaucoup. Eh bien, le temps des questions est arrivé. On a un temps à peu près d'une demi-heure avant une pause et la nouvelle intervention d'experts. Donc, monsieur, je vous remercie de vous présenter. Alors, je vérifie que votre micro marche. C'est le cas. De vous présenter nom, prénom et votre fonction. Voilà, merci. Bonjour, Mehmet Pekip. Je fais partie de l'association Zéro Déchet La Réunion, qui fait partie d'une multinationale qui s'appelle Zero Waste. Nous, on a plusieurs questions. Monsieur Lebon, vous avez très bien présenté, je vous remercie, c'était clair, mais vous êtes passé un peu trop rapide sur des questions qui me concernent en étant redevable de taxes foncières réunionnais, parce que la TEOM que vous avez si bien mentionné, elle est déjà extrêmement haute. Et puis, vous voyez, vous avez dit il y a des résidus de fumée, de l'euréfium, c'est le terme technique, qui sont hautement dangereux. Et vous, avec votre bâton magique, laser magique, vous les avez envoyés en métropole. On voudrait savoir d'abord, 14 centres d'enfouissement existent, on les connaît, parce qu'à La Réunion, on ne peut pas les faire. Il y a des énormes sécurités à respecter, y compris quand on les expédie à la métropole. Donc, moi, en étant contribuable, ça me concerne beaucoup, parce que des déchets dangereux que personne n'en veut dans l'immédiat océanique, on les expédie en métropole, donc 10 000 km par bateau sécurisé.
ça va entacher mon budget. Et puis j'aimerais savoir, puisque vous avez de si bons calculs, et combien de tonnes on parle. Parce que des mauvaises langues disent c'est entre 10 et 30% des déchets ultimes que vous avez déjà prévu un centre de stockage près de la rivière Saint-Étienne qui m'est cher parce que j'habite à la rivière. Et avec les pluies et tout ça qui sont abondants en ce moment, ça va entrer dans l'estuaire de la rivière Saint-Étienne et empoisonner les poissons que j'aime tant. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses et je vous remercie de les éclaircir. Merci. Merci pour cette intervention. Je vais vous débarrasser. Donc, un aspect un peu financier, fiscal, l'impact TGAP, TOM, peut-être effectivement quelques explications sur les sigles, voilà, les résidus, et également, vous évoquiez sur la fin donc la nouvelle zone de stockage, sachant que la zone actuelle est déjà aussi proche de la rivière et donc les impacts sur la rivière et sur l'environnement. Oui, mais il n'y a pas de déchets ultimes qui sont Absolument. dans l'incinérateur actuellement. D'accord. Donc je vous remercie pour les réponses, Madame Maillot peut-être, ou Monsieur Lebon. En fait, je prendrai la question fiscale et puis je laisserai Monsieur Lebon intervenir sur la question technique. S'agissant de la fiscalité, l'objectif premier, c'est de avoir une maîtrise des coûts et une maîtrise de la fiscalité. C'est pourquoi les 3 EPCI se sont engagés dès 2012 sur la création d'ILEVA pour créer l'outil multifilière en vue de cette maîtrise de la fiscalité. L'objectif, c'est de faire du déchet une ressource pour que justement on ait plus de recettes pour réduire le coût de la TEOM, parce que nous, on n'a pas de TEOM directement. Par contre, on a une contribution qui est versée par les 3 EPCI et notre objectif est de baisser cette contribution. Le business plan du projet démontre que la contribution va baisser à compter de 2023 avec la valorisation des déchets. Autrement dit, l'unité, en tout cas dans le projet, sur le papier, et s'autofinance, ne devrait pas générer une augmentation des taxes sur pour l'enlèvement des ordures ménagères. En fait, je parlerai plus de contributions des EPCI. On devrait même avoir une baisse des contributions des EPCI à compter de 2023, en lien avec les recettes de valorisation énergétique. Merci. Il y avait beaucoup de questions, donc au moins 3 autres. On y reviendra certainement aussi, monsieur. Oui, je vous passerai. Échanger, absolument. Oui. Monsieur Lebon. Oui. Alors, sur la question des déchets dangereux, donc, puisque les résidus de fumée, de traitement des fumées, sont des déchets considérés comme dangereux. Donc, il y a des molécules qu'on fait en sorte de capter pour qu'elles se retrouvent dans une fraction solide, pour pas qu'elles se retrouvent dans l'atmosphère. Donc, on les concentre dans le traitement des fumées et ces résidus. Donc là, Si, mais je vous passe le micro, je vous explique pourquoi vous êtes arrivé un peu en retard, mais il se trouve que j'expliquais qu'on est dans une consultation publique, il y a une captation audio, d'où l'importance qu'on vous entende correctement, parce que ça sera ingérable pour les comptes rendus, mais donc ça serait bien que ça soit un échange quand même, pas coupé à chaque fois, Non, je ne vais pas faire un dialogue. Vous dites que c'est des molécules. Je vous prie de préciser que les molécules, ça se mesure par nanogrammes. Et je ne sais pas comment vous faites pour séparer les nanogrammes de dioxine et autres toxines qui sont dans les réfions. Un nanogramme, pour rappel, c'est 1,5 million de grammes. C'est ça. Voilà, d'accord? Ok, merci. Je vous en prie. Donc, déjà, un petit contexte sur les déchets dangereux à La Réunion. Il en existe actuellement. Donc, il en existe qui sont générés par les ménages. Donc, il existe des déchets dangereux des ménages qui se retrouvent aujourd'hui dans l'installation de stockage. Donc, ces déchets dangereux des ménages, donc, il devrait y avoir une filière pour les traiter. Donc, lorsqu'on peut éviter qu'ils se retrouvent à l'enfouissement, donc ces déchets dangereux, donc des ménages ou des industries à La Réunion, donc sont aujourd'hui concentrés
et exportés pour traitement vers la métropole. Donc il existe déjà des déchets dangereux à La Réunion qui transitent vers la métropole et nous les payons déjà à travers vous et nous, je vous inclus, et nous les payons déjà à travers notre fiscalité. Donc demain, donc ce pôle déchets sud, donc qui va faire aussi de la combustion de CSR, donc va générer aussi des déchets dangereux. Sauf que ces déchets dangereux ne vont pas se retrouver en enfouissement à La Réunion, mais ils vont faire l'objet donc d'un contrat avec un certificat qu'ils ont bien été traités et envoyés au bon endroit, dédié à cet effet. Ce n'est pas un laser ou une baguette magique, c'est bien un contrat qu'on a établi avec l'exploitant pour qu'il prenne en charge donc, ces déchets générés par la combustion des CSR. Donc aujourd'hui, on n'appelle pas ça des réfiums, puisque ce n'est pas des ordures ménagères qui vont aller en combustion brute, ce sont des CSR issus des ordures ménagères, donc triés en vue d'une combustion et d'une valorisation énergétique. Et donc débarrassés d'éléments qui vont générer des polluants. Donc notamment les PVC, donc qui génèrent ce qu'on appelle les dioxines et les furanes, mais aussi par un contrôle accru de la combustion. Donc c'est-à-dire le four de combustion, il va falloir le contrôler pour qu'il ait la meilleure température de combustion, et par un traitement des fumées, donc qui est l'un des plus pointus actuellement au monde. Je vous rappelle qu'on a fixé des performances visant à aller au-delà des objectifs de la future réglementation. Donc ça, l'exploitant nous le doit. Donc on sera là vraiment pour qu'il applique ce contrat et qu'il y ait des pénalités si ce n'est pas le cas et que l'installation soit arrêtée si ce n'est pas le cas. Je disais aussi que tout à chacun pourra contrôler des mesures qui seront faites par un organisme indépendant. Donc ce n'est pas l'exploitant qui va nous proposer ces mesures pour les mettre en ligne, c'est vraiment un organisme indépendant. Donc ce n'est pas nous qui allons le payer, donc il sera là vraiment pour le faire. Donc il ne sera pas juge et partie. Ça va permettre à tout à chacun de voir, de contrôler la qualité de l'air. Donc sur cette question des déchets dangereux, donc aujourd'hui l'obligation est faite de les traiter en métropole dans des installations dédiées à cet effet. Donc il y a deux types de traitements, le stockage en ISDD, installation de stockage de déchets dangereux, ou du traitement thermique qui est un peu moins répandu, notamment par plasma ou vitrification. Donc aujourd'hui, ces traitements n'existent pas à La Réunion et on est obligé d'appliquer un contrat et l'export dans de bonnes conditions vers la métropole. Voilà. Peut-être la Alors, dernière le tonnage, question aussi le tonnage concerné, sur la rivière Saint-Étienne également. Voilà, Il y avait aussi l'impact environnemental. Le tonnage concerné, donc ça concerne 5000 tonnes donc, de résidus de fumée sur 130 000 tonnes qui vont entrer en combustion. Donc sur ce qui sera stocké par contre à la rivière Saint-Étienne, donc ça va concerner des refus non dangereux. Donc ça pourra être des mâches-fer après tri, qui n'ont pas trouvé de valorisation routière. C'est un produit qui n'existe pas à La Réunion. On ne peut pas présumer que ce produit sera accepté par le BTP. Voilà. Alors attention, s'il vous plaît, pensez que c'est utile au-delà de l'échange d'aujourd'hui. Voilà, merci. Excusez-moi. Je ne veux pas monopoliser le micro, hein, mais c'est juste pour compléter. Oui. Mais vous devrez vous renseigner parce que c'est interdit de l'utiliser en sous-couche routière depuis 2016, le mâche-fer. Les mâches-fer d'incinération des ordures ménagères, voilà, mais pas les mâches-fer de combustion de CSR, qui sont un produit différent, qui sont clean, puisqu'on a enlevé au préalable les métaux. Donc comme je vous disais, c'est un produit qui n'existe pas encore, qui fera l'objet d'expérimentation, et après on trouvera la filière avec le monde du BTP sous couvert des autorités compétentes. Monsieur Lebon, d'après mes connaissances, les mâches-fer, ce n'est pas des métaux, c'est des résidus d'incinération qui sont solidifiés. Vous comprenez? Donc, c'est du toxine qu'on a solidifié et dès qu'on le met dans la nature, surtout avec les UVA, UVB qu'il y a à La Réunion, dans le cercle tropical qui est là, ben, ils vont se dissoudre. C'est pour ça que c'est interdit en Europe.
Je ne sais pour pas si cela. vous pouvez répondre Si, dans la on peut mesure où répondre. c'est une expérimentation, comme Bien vous sûr. l'avez dit. C'est Et pour que, cela. du coup, si c'est de l'innovation sur cette partie-là, soit, si j'ai compris, hein, c'est juste parce qu'il reste encore une de vos questions d'ailleurs à traiter. Oui. C'est bien une expérimentation. Je donc réponds c'est rapidement. des travaux de C'est pour recherche ça. à mener. Et nous C'est sommes pour les ça. cobayes de cette expérimentation. C'est pour ça qu'une installation dite tranche 7 de déchets non dangereux est prévue pour le stockage de ces mâches-fer, dans la mesure où ça ne serait pas possible de les valoriser. Donc on prévoit cet emplacement. Et la quantité de mâche-fer annuellement, elle sera de 25 000 tonnes par an, sur 130 000 tonnes de CSR. Merci, monsieur Le Bon. Merci, Ça monsieur reste un Péqui. point de vigilance. Il manque une question, d'ailleurs, sur la partie impact environnemental Du- rivière. Voilà, de votre tranche 7, qui est située, comme vous l'avez si bien montré, dans l'estuaire. C'est dans l'estuaire, hein, parce que le niveau là-bas, c'est par là aussi, c'est plus 8 niveau mer. D'accord? Puis ton poubelle, il est beaucoup plus haut. Donc sur ces impacts, oui. Donc la zone rouge, ça concerne des déchets qui sont déjà stockés. Donc on a commencé ici dans le milieu des années 80. Et dans le milieu des années 80, le stockage des déchets n'était pas encore encadré par un arrêté ministériel qui est sorti en 1997, donc qui est venu prendre les choses bien plus au sérieux. Et le stockage, conformément à l'arrêté, se fait à partir de la tranche 4. Donc tout ce qui est ici est bien entendu la tranche 6. Cet arrêté, donc, il a été modifié et amélioré il y a 3 ans. Donc les conditions de stockage sont encore plus drastiques et plus suivies. Ça nous impose, nous, d'avoir un réseau donc, de suivi hydrogéologique, donc, c'est-à-dire des piézomètres. Donc, et on va venir mesurer tout autour du site donc, la qualité de l'eau dans la nappe. Donc s'il y a une signature qui indique une pollution par les déchets, on va le savoir tout de suite. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrête le stockage des déchets, c'est que ça fait peser un risque important sur la nappe que draine la rivière Saint-Étienne. En ce qui concerne la tranche 7 d'Ultime, donc elle sera faite donc, dans les conditions qui sont toujours réglementaires. Elle est plus éloignée que le site actuel, donc davantage protégée, et les déchets seront beaucoup plus secs, donc moins générateurs de jus et de lixivia. Ce n'est pas la même chose que du tout enfouissement. Donc les conditions seront meilleures. La zone ouverte sera beaucoup plus petite. Donc aujourd'hui, on a une zone ouverte qui fait qui fait plus de 1000 m². Donc là, on pourra faire des petites unités et les refermer immédiatement. Donc pour venir s'affranchir des risques sur le milieu souterrain et aquatique. Voilà. Une autre question. Ah, vous vouliez un complément, Madame Maillot? Oui, en fait, comme les questions sont très expertes, il y a la possibilité de cet après-midi, avec les experts en visioconférence de Métropole, de réitérer ces questions pour avoir des santé et pollution et santé et environnement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, l'ATMO, l'Observatoire réunionnais de l'air, qui interviendra, Monsieur Siéja étant déjà arrivé. Une autre question, si vous voulez bien. Madame, merci de vous présenter et de signaler ce que vous représentez, ou en tant que citoyenne. Oui, bonjour. Isabelle Turpin, DGS, mairie du Tampon. Et je voudrais vous poser 2 questions. La première concerne la réalisation de cet outil multifilière. Est-ce qu'on va vers un mode de conception-réalisation? C'est ma première question. La deuxième, c'est concernant l'implantation de cet outil multifilière sur l'ensemble du territoire que vous avez rappelé tout à l'heure, à savoir le TCO, Civis et Cassud. Donc je voudrais savoir si la complexité de l'outil multifilière tel qu'il a été présenté nécessite une centralité de l'outil ou alors offre la possibilité d'un éclatement sur l'ensemble du territoire concerné.
Donc 2 questions aussi, hein, la partie conception-réalisation et la partie est-ce qu'on peut éclater le projet, enfin dans la conception du projet. Alors sur votre première question, donc il s'agit effectivement d'un marché global pour Reneva qui comprend la conception, la réalisation, mais aussi l'exploitation et la maintenance. Donc c'est un choix qui a été tout à fait. Donc c'est un choix qui a été fait pour minimiser le risque d'interface entre les phases de conception, les phases de travaux et les phases d'exploitation. Donc pour que ce soit le même groupement qui exploite donc l'équipement qu'il a conçu. On a remarqué, et notamment dans la gestion des déchets, donc que c'est problématique qu'un exploitant tiers exploite une unité qu'il n'a pas conçue. Donc c'est souvent sujet à des discordes et c'est le service public qui en pâtit. Sur la répartition territoriale des équipements du multifilière. Donc Madame Maillot complétera sur l'implantation du pôle Reneva qui traite principalement les ordures ménagères. Donc il a été fait part dans les études de faisabilité qu'une centralisation donc était économiquement plus intéressante. Il y avait une économie d'échelle à venir traiter 140 000 tonnes d'ordures ménagères plutôt que d'en traiter 10 000 d'un côté, 20 000 de l'autre, etc. Voilà. Par contre, sur d'autres points, ça peut être intéressant lorsqu'on a des outils existants. Quand on a un centre de tri dans l'Ouest, donc on ne va pas le fermer pour en faire un gros, c'est intéressant de venir l'adapter, l'équiper, etc. Sur les déchets végétaux, donc la répartition territoriale existe déjà, donc il faut qu'on s'appuie dessus. Mais après, il y a d'autres déchets, donc, et là, bien entendu, il y a des équipements à réaliser, à mutualiser ou à répartir sur le territoire. Donc ça va avec une réflexion sur la logistique, et l'outil multifilière tel qu'on le présente, il n'est pas terminé, il va évoluer au cours du temps. Deux autres questions d'ailleurs, Madame, tout d'abord. En fait, pour compléter ce que dit Monsieur Lebon, on est aussi contraint au regard du schéma d'aménagement régional. Hein, donc, on a une première limite qui est le schéma d'aménagement. Donc, notre centre de traitement de valorisation de déchets actuel est dans le SAR, est répertorié dans le SAR. Il y a 2 centres de traitement répertoriés dans le SAR à La Réunion. Donc, il y a le Nord-Est et puis nous. Donc, nous, on a travaillé l'extension dans le cadre de ce schéma d'aménagement régional. Donc, il y a cette contrainte pour la mise en place des outils sur le territoire. Après, ce qu'on souhaite développer dans le cadre de l'outil multifilière, c'est de mettre le traitement au plus près des zones de développement, comme sur la plaine des CAF où on a le traitement des déchets végétaux, et l'outil multifilière comprendra aussi un plan de développement en lien avec la valorisation des déchets végétaux. On a aussi sur le port un centre de transit, on a aussi un centre de tri, donc il va falloir valoriser, et donc tout ça c'est l'outil multifilière. Donc on est bien répartis sur les 15 communes en fait. Sur une partie de la chaîne de valeur du projet en tout cas. S'il vous plaît. Excusez-moi. Donc la réflexion sur l'implantation territoriale de cet outil multifilière, elle n'est pas finalisée au moment où on se parle. Elle est en cours. Madame. Alors, Madame, Monsieur. Bonjour, Aurélie Rivière, DGST, Mairie du Tampon. Donc, j'ai bien noté que c'était un marché global de performance. Le titulaire de ce marché, on sera également donc l'exploitant. Il vous devra un certain nombre de contrôles concernant des paramètres comme la qualité de l'air ou la qualité de la nappe phréatique. Ma question va surtout porter sur les matières recyclables qui sont exportées. Est-ce que l'exploitant vous devra également un retour sur le devenir de ces matières recyclables ? C'est-à-dire, est-ce que ce contrôle et ce retour s'arrêtera au moment où les matières recyclables arriveront dans les pays qui sont censés les recycler, ou est-ce que ça va au-delà ? Ma question, en fait, pointe les problèmes que l'on connaît dans des pays comme la Malaisie qui ont du mal à traiter les matières recyclables, notamment plastiques,
ils se retrouvent inondés, ou la Thaïlande, et où on a une grosse partie qui, au lieu d'être recyclée et d'être remis dans le circuit de matière, finissent par être brûlés. Voilà, donc ma question portait sur est-ce que l'exploitant vous devra un contrôle jusqu'à la remise en circulation des matières dans le circuit. Alors les matières les matières recyclables issues du tri mécanique des ordures ménagères résiduelles ne sont aujourd'hui pas soutenues par les éco-organismes comme les matières issues des centres de tri, donc avec un tri manuel et une séparation à la source. Donc ça veut dire qu'il va falloir derrière, donc en plus de ce contexte mondial dont on a parlé, venir mettre en place des outils de surtri et des outils, voire des outils de régénération de ces matières, localement. Et c'est peut-être aussi une bonne chose que les pays recycleurs deviennent plus exigeants, puisque ça va nous obliger à penser le traitement des déchets, mais sur toute la chaîne. Donc pas seulement au niveau du tri, mais également au niveau de la mise sur le marché de nouvelles matières premières issues de matières recyclables. Donc l'exploitant, il ne nous doit pas le recyclage de ces matières, donc ça ne fait pas partie du contrat. Par contre, nous, derrière, on doit mettre en place en parallèle ces équipements de surtri, de régénération, donc pour permettre à ces matières d'être véritablement recyclées. Il ne suffit pas de les extraire des déchets, mais il faut vraiment les réintroduire dans le cycle de la matière. Donc, et ça se fera notamment à travers des appels à projets du syndicat mixte Ileva. Alors, 2 autres interventions, 3 avant la pause. Je vous remercie de bien vouloir représenter. Oui. Pierre Ollier de la CASUD, chargé de mission prévention déchets et économie circulaire. Ma question, elle se porte sur mes domaines d'intervention, notamment la partie prévention. Par rapport au scénario en fait, que vous avez envisagé en termes de production de déchets, puisqu'on a vu une diapo où on voit la production finalement de déchets par habitant qui stagne, hein, et sur le dimensionnement de votre outil multifilière, vous parliez de prendre également en compte le fait que les intercos mettent en place des actions de diminution de la production de déchets, donc savoir en termes d'hypothèses quelles étaient les hypothèses qui avaient été prises pour ces taux de diminution des déchets. Et une question peut-être un peu économie circulaire, savoir l'impact finalement au niveau de la création d'emplois d'un outil comme celui-ci. Est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est faite sur ce sujet au lieu de voir peut-être par exemple la création d'emplois sur des filières d'économie circulaire à côté, qui serait plutôt sur la gestion de proximité. Voilà un petit peu les 2 questions qui se posent. Merci. Donc, je vais répondre sur la partie s'agissant de la partie prévention et de réduction des déchets en amont. Nous travaillons depuis quelques mois, je dirais, dans le cadre d'un contrat d'objectifs outre-mer avec l'ADEME et les EPCI en vue de construire justement les plans de prévention locaux, un plan cohérent sur le territoire des 15 communes. Donc pour l'instant, les objectifs, nous avons comme objectif premier l'atteinte des objectifs de la loi de transition, la LTECV qui s'impose à nous. Donc atteindre déjà 65% de valorisation en 2025 et 50% d'enfouissement en moins en 2025. S'agissant de la réduction des déchets, donc je pense que l'ensemble des acteurs est concerné par la mise en œuvre d'une politique de réduction, depuis le producteur au consommateur. Donc nous allons être un acteur avec les EPCI pour écrire justement dans le cadre de la convention et des études à mener les objectifs à atteindre. Mais je pense que c'est le plan régional de gestion de déchets qui devra accompagner fortement toutes les initiatives à mettre en œuvre sur le territoire. Merci. Sur l'emploi, peut-être, c'est M. Lebon qui répondra. D'accord. Oui. Merci, M. Lebon. Oui, effectivement, le nombre d'emplois générés par le pôle Reneva, emplois indirects et directs, donc on les connaît actuellement. Donc on est sur 350 en phase chantier et 70 pour les valoristes et les exploitants.
Donc ensuite, il y a effectivement les emplois qui vont être générés par l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on a fait une étude Biome pour voir quelles sont un peu ces répercussions. Donc on est aux alentours de 1500 emplois. Donc pour les garantir et pour que ce ne soit pas que des chiffres, dans nos différents appels à projets qu'on va lancer, notamment pour le surtrait du plastique, la régénération, c'est d'imposer un certain nombre d'emplois par unité. Donc ce qui va nous garantir d'avoir véritablement ces emplois sur le territoire. Merci. Une autre intervention, question, Monsieur Lorion. Merci de vous représenter malgré tout, s'il vous plaît. Bonjour, David Lorion, je suis député. Vous avez présenté un tableau dans lequel il y avait le traitement donc, de 90 000 tonnes de CSR et de 10 000 tonnes de déchets verts. Mais fort heureusement, et ça vient à la suite de la question précédente, nous allons fortement, dans les années qui viennent, diminuer notre production de déchets et mieux les traiter, même à la source, bien évidemment, et cela, c'est un vœu commun de tous. Je voudrais que vous nous expliquiez comment on pourra mettre en œuvre l'évolution et l'évolutivité, évidemment, de l'outil de valorisation énergétique, en prenant en compte, évidemment, moins de déchets dans l'avenir, et comment cet outil va rester, évidemment, un outil performant sur le plan financier, sur le plan technique, et comment cet aspect de son évolution dans le temps a été pris en compte dans le dossier. Monsieur Lebon, j'imagine, on va retrouver... Alors, effectivement, cette unité de valorisation énergétique donc, produit de l'électricité. Donc cette électricité nous lie avec le fournisseur historique d'électricité, donc à travers une production. Si la baisse des déchets est annoncée, donc il faut que nous puissions venir compenser cette baisse donc avec d'autres gisements. C'est ce qu'on appelle la réversibilité de l'installation. C'est un point qui est réglementaire et qui est bien écrit dans l'arrêté encadrant la valorisation des CSR dans des unités dédiées telles que celle-ci. Ça veut dire que si les déchets baissent, et on espère que ça va baisser, donc l'exploitant et Ileva, le maître d'ouvrage, donc peuvent venir substituer la quantité de déchets qui a baissé. Donc pour ceci, on va s'orienter vers le gisement le plus facilement mobilisable et qui aujourd'hui n'est pas entièrement valorisé. Donc on parle notamment des déchets végétaux. Donc on en a plus de 100 000 tonnes par an. Pour ça, on a fait 4 prospectives de baisse. Donc très intenses. Hein. Donc la première à 2,5% par an, 5% par an, 7,5% et 10% par an. Donc c'est énorme, là 10%, au bout de 10 ans, il n'y a plus de déchets. Donc on est allé jusque-là et on vient totalement compenser avec les déchets végétaux dont on dispose sur le territoire. Voilà. Je rappelle qu'aujourd'hui, la baisse, elle est quasiment imperceptible. Voilà. Donc, néanmoins, on est prêt à s'adapter à toute évolution du gisement, que ce soit en quantité qu'en qualité. Voilà. Merci. 2 autres interventions avant la pause et puis on continuera ensuite, si vous voulez bien. Merci. Vous vous êtes présenté, mais comme je ne veux pas écorcher votre nom, je pense que ça serait bien que vous le redisiez à nouveau. Voilà, Mehmet Pekip, Association Zéro Déchet. Et on voudrait remercier Madame la Présidente pour avoir utilisé de la vaisselle réutilisable. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Merci. Et Monsieur Lebon, c'est le déchet vert, nous, on préconise pour la permaculture en le broyant. Donc, on s'enchaînera à chaque branche pour être incinéré. Et parce que c'est aberrant, ouais, vous prenez des déchets verts en parfait état, surtout maintenant on fait 0 glyphosate, donc il n'y aura plus de toxines là-dedans qui iront dans la nature en les incinérant. Et ensuite, vous avez bien mentionné qu'il y a 30 000 tonnes, de 130 000 tonnes de résidus qui restent sur nos bras et pour 260 millions d'investissements que nous et nos petits-enfants vont encore payer. On est déjà très endettés à La Réunion. En plus, il y a ça. Plus, comme monsieur le député a dit, nous, on veut aller en 2030 régionalement. C'était le vœu
qu'on a inclus dans nos prières de notre président des régions l'année dernière. En 2030, la Réunion sera un département et une région zéro déchet. Et dès là à dire oui, zéro déchet, mais il y aura toujours des déchets verts qu'on pourrait brûler dans nos incinérateurs. Actuellement, on brûle déjà les huiles de vidange. On fait, vous voyez, je ne veux pas dévancer les actions sanitaires et santé, mais on a déjà à Lille un énorme problème de respiration. Vous voyez, les enfants, il y a de plus en plus d'enfants dès la maternelle, ils arrivent avec leur spray de ventoline. Donc, nous, en étant écologistes et éco-responsables, citoyens, on a beaucoup de questions là-dessus, soit financières, ouais, vous avez calculé ces 30 000 tonnes de déchets par an dans votre étude financière de faisabilité, parce que moi je peux vous dire par expérience, ça coûte énormément d'argent d'avoir un conteneur sécurisé pour le transport. Ouais, c'est pas de la morue, ça. C'est des trucs hautement toxiques. Donc il faut nous donnez-nous des chiffres pour qu'on puisse faire. Vous voyez, sinon, ouais, si c'est pour voir votre PowerPoint qui est très bien fait, je vous félicite, mais je reste un peu sur ma faim. Merci. Merci. En l'occurrence, 3 questions au-delà des différents messages aussi que vous avez voulu passer. Donc cette question sur, finalement, un peu comme ce que disait M. Lorion, si on a moins de déchets, on a vu que ça fonctionnait. Et s'il y a moins de déchets verts, ou en tout cas qu'ils s'étaient utilisés différemment pour partie, j'imagine, vu le tonnage, est-ce que ça fonctionnerait quand même? La partie économique sur la rentabilité, compte tenu du coût sur la partie des déchets ultimes, dangereux cette fois. Enfin, quoique. Et, oui, dangereux. Et puis, l'aspect santé, je ne sais pas si vous allez y répondre compte tenu des experts qui interviennent après. Mais bon, en tout cas, si j'ai bien résumé, on a les 3 angles. Merci. Oui. Nous allons laisser la question santé pour la partie experte cet après-midi, puisque je pense qu'ils seront mieux à même d'apporter les éléments. C'est pour ça qu'on fait appel aux experts. Concernant la réversibilité, effectivement, actuellement, nous avons en constance 100 000 tonnes de déchets végétaux qui sont produits annuellement. La majorité de ces déchets végétaux, et ce malgré les expérimentations menées avec le CIRAD, Gabir, et tout ce qu'on mène actuellement en vue du biocompostage, malheureusement, c'est toujours enfoui. Donc nous, la réversibilité, on s'est basé sur ce qui est enfoui actuellement. Voilà. On souhaite que ça parte effectivement en compost. C'est pour ça qu'il y a que 10 000 tonnes qui sont intégrées dans le process actuel. On aurait pu mettre beaucoup plus, mais comme on travaille sur la fabrication d'un compost, sauf que au niveau agricole à La Réunion, on est sur 2512 km². Donc les surfaces agricoles sont finies. Voilà, on ne va pas pouvoir s'étendre en surface agricole. On vient en concurrence avec d'autres amendements organiques. Et je pense que tout ce qui est compost issu de déchets, parce que même si Dieu manque qu'il a touché le sol, ça reste quand même un déchet, n'est pas forcément acceptable. Voilà. Donc il y a tout ça à travailler avec le monde agricole et nous y travaillons. Ça fait partie d'un des axes aussi de notre outil multifilière. Après, concernant la réversibilité, il ne faut pas oublier que nous avons 7 millions de tonnes de déchets enfouis. Voilà. Il y a aussi cette problématique qu'on n'a pas intégrée pour le moment, puisqu'on a les déchets végétaux. Donc, mais demain, il y a 7 millions de déchets de tonnes qui sont enfouis sur Pierrefonds sur 37 hectares. D'accord. La question peut-être sur l'aspect financier, rentabilité économique, je crois, de stockage du déchet ultime dangereux. Donc le marché public global de performance intègre l'intégralité des coûts. Là, ce n'est pas un coût en plus, donc c'est un coût qui est intégré au coût du traitement des déchets. Une autre intervention, ensuite il y aura la pause et puis ensuite nous reprendrons les échanges et avec notamment l'intervention. Une toute dernière alors, si vous voulez bien. Ça marche, monsieur. Donc, Yolan Savrimoutou, donc je suis le DGS du Sydney, c'est l'autre syndicat.
Juste une demande de précision en fait. Donc, j'ai vu dans votre périmètre de votre projet, il n'est pas prévu dans les déchets entrants les déchets des activités économiques, c'est-à-dire les entreprises de votre secteur. Combien traitez-vous aujourd'hui et qu'est-ce qui se passera demain pour ces déchets donc, venant des entreprises? Enfin, deuxième précision, quand on prépare un CSR, c'est vrai vous enlevez les matières recyclables, valorisables. Vous enlevez donc les matières qui sont valorisables énergétiquement, mais néanmoins, il reste quand même des déchets, comment dirais-je, des refus. Donc, quelle est la quantité que vous aviez estimée à ce niveau-là, avant que ça aille donc, en combustion de CSR? Et enfin, donc, la durée, vous avez un contrat donc, de maintenance, d'exploitation, de maintenance, etc. Quelle est la durée de ce contrat? Merci. Je laisserai Monsieur Lebon répondre sur la partie technique, refus et puis maintenance. Concernant les déchets d'activité économique, en fait, on ne les a pas intégrés. C'est aussi, voilà, il y a aussi ce gisement à prendre en compte. Nous, on a pris en compte uniquement notre compétence qui est le déchet ménager et assimilé. Actuellement, on accueille l'intégralité des déchets parce que c'est le seul exutoire disponible pour le territoire et le centre de traitement et de valorisation de Piafond. Donc demain, s'il y a cette diminution, les déchets d'activité économique peuvent être aussi un élément de réversibilité. Alors sur la préparation du CSR et le contrat, donc le contrat d'exploitation, donc il est confié à l'exploitant concepteur-constructeur pendant 10 ans. Donc avant cette échéance, il va falloir que le syndicat réfléchisse à un nouveau mode d'exploitation. Sur la préparation du CSR, donc il s'agit d'enlever les matières recyclables, bien entendu, et d'enlever des indésirables qui ne sont ni recyclables et qui ne peuvent pas non plus aller en combustion. Donc on les a estimés, suivant les caractérisations, à 10 à 15 000 tonnes par an, et ils sont orientés directement dans le centre de stockage. Sur l'ensemble des questions, vous avez obtenu, je pense, globalement vos réponses. Donc, madame, je vous remercie de vous présenter. Bonjour, Chloé Pichard, Chambre de métier de l'artisanat. C'est une question un peu d'inquiétude, d'autant que Monsieur de Sarimoto de Sydney a déjà un petit peu ouvert la voie sur cette question, à savoir le dimensionnement. Permet-il de gérer l'intégralité finalement des déchets produits sur le territoire? Quelle est la définition finalement déchets ménagers et assimilés? Toute notre question porte sur le et assimilé. Et du coup, on a bien compris qu'il fallait un déchet entrant de qualité pour obtenir un CSR de qualité, pour obtenir finalement le moins de résidus possible en termes de dangerosité. Donc il y a un vrai enjeu autour de finalement le tri amont et notamment la question des déchets dangereux diffus. Et là, je me demande comment le projet s'articule avec les actions locales qui peuvent être menées pour que les déchets dangereux en amont aillent au bon endroit. Et là, je parle vraiment des déchets diffus qu'on a tous chez nous ou que les toutes petites entreprises produisent aussi quand elles vous font une permanente, par exemple, chez le coiffeur. Donc, on est vraiment sur des petites quantités. Donc, vraiment, cette question de la qualité amont de ce qui rentre. Et puis, la question de l'ambition du périmètre, finalement. Est-ce que l'équipement répond à l'intégralité de la production des déchets du territoire sud ou pas? Merci beaucoup. Donc, qui souhaite éventuellement répondre sur ces deux aspects? Oui, sur l'aspect dimensionnement, en fait, je rappelle qu'on est, nous, service public de traitement de déchets ménagers et assimilés. Quand on parle de déchets ménagers et assimilés, c'est tout ce qui est collecté dans le cadre du service public de gestion des déchets, donc tout ce qui est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des ménages. Vous faites référence à des déchets de coiffeurs, des déchets professionnels, donc qui ne relèvent pas de la compétence d'Ileva. Actuellement, c'est sûr qu'il y a un seul exutoire, donc tout converge sur le centre d'enfouissement.
Demain, ce qu'on souhaite, et ça, c'est une des missions du plan régional de gestion de déchets, c'est que toutes les filières aient un exutoire final de traitement. Maintenant, nous, il y a l'évolutivité, la flexibilité aussi de l'outil. On aura cette capacité aussi d'intégrer, en fonction du plan, les éléments de déchets d'activité économique. Sur l'autre question, peut-être, Monsieur Lelon. C'était, pardon, merci de... La qualité des intrants, si je puis dire, dans les CSR, dans les combustibles solides. Bien entendu, il y aura des actions à faire donc, en termes de prévention en amont et bien entendu des adaptations des équipements existants. Donc ces déchets dangereux diffus, une partie arrive déjà dans les ordures ménagères. Donc on se pose actuellement à peine la question puisque c'est directement enfoui. Mais à travers cet outil, donc il va falloir un contrôle accru donc des matières qui seront traitées, effectivement. Donc là-dessus, l'exploitant devra s'adapter. Peut-être un renforcement sur la partie, c'est vrai, vous avez redéfini donc, le déchet ménager, le « et assimilé », parce qu'il y avait un pointage sur cette inquiétude-là dans la définition légale un peu du déchet ménager et assimilé. Alors sur le « et assimilé », donc c'est des déchets qui ont la même nature que les déchets ménagers, mais qui ne sont pas forcément issus des ménages. Donc voilà. La même nature, même en termes de dangerosité, justement, ou de... Ils peuvent avoir la même nature, mais ils sont collectés par le service public. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et de fait, arrivent dans nos installations. D'accord. Une question de David Lorient. Ah, je croyais que vous aviez demandé la parole. Ok, c'est ce que m'avait dit madame. Eh bien, c'est monsieur. Voilà, c'est la toute dernière, hein, s'il vous plaît. Après, il faut faire la pause pour passer à la thématique suivante. Éric Orange, département de la Réunion, direction de l'éducation. Une question au niveau de la restauration scolaire. Nous avons les DCT, les sous-produits animaux en classe 3. Est-ce que votre structure a été pensée pour accueillir ces déchets sur les 15 communes via la méthanisation, afin qu'on puisse répondre au mieux à la réglementation 1069-2009. Je vous remercie. Oui, aujourd'hui, le digesteur qui est dédié donc, à la méthanisation de fractions organiques triées séparément peut effectivement prendre en compte ces gisements. Donc l'approvisionnement de ce digesteur, il est aujourd'hui en cours. Donc il y a un travail qui va être fait donc, avec les intercommunalités, mais aussi avec les communes qui produisent beaucoup par le biais de la restauration scolaire, à la fois la préparation des repas, mais à la fois après la consommation des repas. Donc ça va être un gisement public important qui va alimenter ces digesteurs. Donc effectivement, il y a un rapprochement qui va se faire avec les structures via le conseil départemental. C'est bien prévu, oui. Merci, j'espère que ces éléments répondent à vos questions. Et en tout cas, je pense que même en dehors de nos échanges ici même, la pause sert aussi à échanger. Donc nous avons 10 minutes, 12 de pause. Après ces 35-40 minutes d'échange. On continuera, on se retrouve tout de suite après, alors s'il vous plaît, pour bien tenir le timing, avec EDF et également avec ATMO, l'Observatoire réunionnais de l'air. À chaque fois, il y aura le même format, intervention, échange.